Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 150e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Et on est là pour le 150e site rep, effectivement. Depuis quelque temps, on est ensemble une fois tous les 15 jours, voire plus, voire moins, mais on est là. Et oui, ça fait plusieurs années maintenant vous réinformer. Ça fait plusieurs années maintenant que tu nous livres des informations et tes analyses sur la Syrie, et bien au-delà, puisqu'on aborde des questions de géopolitique internationale au sens large du terme, puisque tout est lié à notre époque de la mondialisation, et ce qui se passe en Russie influe sur ce qui se passe, ou en Ukraine influe sur ce qui se passe en Syrie, et vice-versa. Voilà, fort de ce constat, on va dresser un rapide panorama de la situation internationale, avec tout d'abord ce sommet de l'OTAN à Vilnius qui a eu lieu très récemment. Un sommet de l'OTAN où les membres ont pu afficher leur unité de façade qui masquait mal certains désaccords. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce sommet, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, effectivement, ça fait quelques années que nous essayons de vous réinformer et réinformer dans le sens où on donne l'information que les médias mainstream déforment et que les médias mainstream non seulement déforment mais inventent et mentent en fait. Sur lesquels ils mentent. Donc, c'est un effort important que nous faisons et c'est vrai que c'est important de voir à quel point il y a les médias font partie de la guerre et les médias font partie de la résistance. Alors, justement, dans les médias, pas seulement les médias, l'information, c'est en fait justement dans ce monde aujourd'hui où on voit, mais ça commence effectivement par la résistance au diktat américain et au plan américain du New Middle East qui a commencé en Syrie, et la résistance de la Syrie a fait que, avec l'aide de la Russie et de ses alliés quand même, l'Iran et les forces alliées sur le terrain, que le monde a commencé à changer. Et vous savez qu'il y a eu aussi en 2004 une révolution de couleur en Ukraine qui a commencé justement par un changement de régime en Ukraine. En 2014, les agressions et l'affluence des Américains et des mercenaires a commencé à se faire aussi dans le Donbass, en Ukraine toujours, et puis en faisant vraiment exaction contre la population du Donbass. Donc, rappelez-vous des événements de Maïdan, rappelez-vous des gens qui protestaient et qui ont été brûlés vifs dans la maison des syndicats. Tout ceci a commencé effectivement, et donc cette guerre contre la Russie par Ukraine interposée a commencé déjà à ce moment-là et a commencé à devenir une guerre parce que les manigances ont commencé bien avant, puisque dès 90, l'écroulement de l'Union soviétique et la réunification de l'Allemagne, où l'Occident a promis à la Russie qu'il n'y aurait jamais une progression de l'OTAN vers l'Est, hein, et que la Russie a accepté aussi de dissoudre le pacte de Varsovie. Donc, à partir de ce moment, il y a eu, on se rappelle quand même, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, de la Roumanie, de l'Albanie, et par soi-disant des révolutions de couleur et des révolutions qui étaient fomentées de l'extérieur par les États-Unis. Et tous ces pays ont progressivement
intégré l'OTAN et pour certains aussi ont intégré l'Union européenne. Et là, on voit que l'OTAN veut encore s'élargir, a commencé à vouloir intégrer l'Ukraine alors que les affirmations des responsables américains viennent les unes après les autres en disant non, non, l'Ukraine n'intégrera jamais l'OTAN. Qu'on voit aujourd'hui cette réunion à Vilnius, qui est une réunion, Vilnius c'est la Lituanie, c'est la frontière de la Russie, et aussi, donc, si ce n'est pas de la provocation à la Russie, qu'est-ce que ça peut représenter en fait les pays de l'OTAN, qui est une organisation transatlantique en fait pour tous les pays atlantiques, soi-disant, pour le déploiement. En fait, on sait qu'elle est sous l'égide des Américains pour les attaques contre les autres pays. Tout le monde le sait. Mais le déploiement des missiles aussi et des patriotes, etc., en Moldavie, en Lituanie, etc., donc aux frontières de la Russie, en Pologne, on le sait. Donc tout ceci va dans le sens de l'exacerbation des contradictions et de la provocation en fait que font les États-Unis et les pays de l'OTAN qu'ils dirigent contre la Russie. Donc ça a commencé effectivement en février 2022, mais aujourd'hui on en est au 500e jour ou 505 jours de cette opération russe qui était pour défendre la souveraineté nationale russe, hein, et qui a été donc qui continue, qui s'est soldée donc par des sanctions contre la Russie, par une volonté d'isoler la Russie et une volonté de la détruire, comme le disent ou de détruire l'économie russe, comme le disent très clairement tous les responsables occidentaux, tous les responsables de l'OTAN, qu'il faut affaiblir la Russie, il faut casser l'économie russe, etc. En fait, le résultat aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, l'économie russe s'en est trouvée renforcée, puisque la Russie a réussi à imposer effectivement tous les échanges qui continuent à avoir lieu, mais sur la base du rouble, hein. Et donc, elle continue à vendre son pétrole, elle continue à vendre son gaz, que l'Europe s'est elle-même auto-amputée, je dirais, du gaz russe et du pétrole russe qui était à bon prix et que maintenant elle est obligée de trouver d'autres ressources, hein, qu'elle paye plus cher. Bon, donc peu importe, elle peut en acheter à l'Inde, elle peut en acheter aux États-Unis, mais en tout cas plus cher que ça n'était. Il y a eu bien sûr des grandes provocations contre la Russie, telles que l'explosion du Nord Stream 1, Nord Stream 2. On le rappelle, la première agression contre la Crimée, contre le pont de Crimée. Et puis là, aujourd'hui, une deuxième agression contre le pont de Crimée qui a eu lieu pas plus tard que l'aube du lundi, donc d'hier, qui a fait quand même des victimes, une famille qui traversait le pont de Crimée. Le pont a été arrêté, il y a un écroulement d'une partie du pont, donc la circulation arrêtée pendant 2 jours. Il faut savoir que ça, c'est un vaisseau important quand même dans les liens entre la Crimée et la Russie. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins grave puisque aujourd'hui, les Donetsk, Lugansk, etc. font partie de la Russie, alors que à la première attaque, c'était quelque chose qui isolait effectivement la Crimée toute seule. Bon, en fait, tout ceci pour vous dire, et face à cela, qu'est-ce qui se passe en fait? Effectivement, la Russie, elle se défend, mais on voit aussi que
l'objectif, c'est vraiment la construction d'un nouvel ordre mondial, un ordre mondial dans lequel tous les pays s'unissent contre l'hégémonisme, hein, parce que en fait, les États-Unis ils n'arrêtent pas d'user et d'abuser de leurs sanctions, en fait, contre tout pays qui lèvent la tête face à leur diktat, en fait. Vous savez que la Syrie est sous embargo, l'Irak est sous embargo, l'Iran est sous embargo, Cuba est sous embargo, Venezuela est sous embargo. Donc, tous les pays qui disent non aux États-Unis, eh ben, les États-Unis leur imposent des sanctions, ajoutées bien entendu à la Russie, à la Chine, etc. Donc, tout ceci fait que, effectivement, aujourd'hui, les pays qui refusent cet hégémonisme et ce diktat se regroupent entre eux. On a vu se regrouper les pays des BRICS, hein, entre eux. On a vu se regrouper aussi, la Russie et l'Iran déjà avant, en fait, la Russie avec la Syrie déjà. Et la Russie, l'Iran avec la Chine, même l'Inde qui avait aussi des différends historiques avec la Chine, elle se rapproche de la Chine et de la Russie. Donc le Pakistan qui était et l'Arabie Saoudite qui étaient aussi les alliés, je dirais, qui depuis des années comptaient sur les États-Unis, bon maintenant aussi se rapprochent de la Chine et se rapproche de la Russie. Surtout l'Arabie Saoudite, qui est un allié depuis 100 ans des États-Unis, bon, et de l'OTAN, bon, Et de maintenant, l'Angleterre. il sort effectivement de cette mainmise américaine, hein, par le refus de l'application des sanctions contre la Russie et par le fait de se rapprocher. En fait, du coup, ils pensent effectivement au bien de leur peuple et à leur propre développement, parce qu'ils ont vu que 100 ans de collaboration, je dirais, avec les États-Unis, ils n'ont pas aidé l'Arabie Saoudite à se construire, mais surtout à se faire pomper toutes ces richesses en armements qui ne servent à rien. Et tout ça pour faire plaisir aux armées américaines, en fait, aux Américains. Donc, en fait, maintenant, les pays qui pensent effectivement au développement de leur pays et au bien-être de leur peuple se regroupent autrement que sous le diktat américain qui, lui, ne vise qu'à piller, qu'à imposer son diktat et piller les richesses des pays. Donc ça, c'est ce paysage mondial, je dirais. On voit maintenant, donc, par exemple, là, je voudrais dire quelque chose de très important. La visite, on en a parlé la dernière fois, de Raïssi en Syrie. Après, il est allé dans les pays du Golfe, Raïssi. Enfin, c'est cet accord stratégique qui a été conclu sous l'égide de la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a changé effectivement la donne au Moyen-Orient. Et il faut quand même savoir que ce sont les pays producteurs de pétrole les plus importants, entre l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Qatar en matière de gaz. Ces pays, donc maintenant, il y a cette volonté de se regrouper et puis surtout de travailler ensemble pour le bien-être de leur peuple. C'est quelque chose d'important. On a vu, donc, maintenant, je voulais dire le passage, la visite de l'Iran, du responsable, du président iranien Raïssi, en Afrique, au Kenya, en Ouganda, qui sont des pays aussi qui traditionnellement sont des amis des Américains. Et ben en fait aussi ça a été très mal perçu par les Américains, mais ils ont quand même réussi à passer
d'excellentes, comment dire, d'excellents traités et relations et contrats de coopération et de développement mutuel. Il faut dire quand même que la base de ces relations, c'est surtout les relations égalitaires, donc d'égal à égal, de respect de la souveraineté de l'un et de l'autre, et aussi de gagnant-gagnant. C'est pas pour le profit de l'un contre les intérêts de l'autre, hein, comme ça a été toujours les pratiques du monde occidental vis-à-vis des pays qu'on appelait les pays du tiers-monde, mais ce sont les pays du Sud aujourd'hui. C'est pas des relations où nous, on vient pomper vos richesses et que vous n'aurez rien, vous n'aurez que des miettes pour vos dirigeants, pour les faire taire. Eh bien là, non. Ce sont des relations gagnant-gagnant qui visent à développer les pays, les deux pays, etc. Ceci accompagné d'un mouvement important de dédollarisation, c'est-à-dire d'affranchissement de cette monnaie qui s'imposait ou qui imposait la force des États-Unis, qui est que tous les échanges se font dans le monde sur la base du dollar. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait comment dire, le fait qu'il y ait des échanges en monnaie locale, en une autre monnaie, avec le rouble, avec le yuan et avec les monnaies locales, affranchit les pays de cette monnaie qui est américaine, qui est toujours aussi, comment dire, qui est le coup de massue pour tous les peuples, parce que et tout le monde a le problème de la devise, parce qu'on ne pouvait acheter rien du tout sans la devise étrangère, et la seule devise, c'était le dollar. Et en fait, malgré la présence de l'euro, qui était une sorte d'affluent du dollar, qui était au début censé être quelque chose d'indépendant, très vite, il est devenu sous la coupe du dollar. Donc, Alors voilà, tout pour, ceci pour revenir un sur petit peu cette... sur le sommet de Vilnius, il y a deux Oui. pays qui ont quand même dénoté dans ce concert de bonnes paroles et de tapades dans le dos. C'était la Hongrie et la Turquie. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors la Hongrie, depuis le début, refuse effectivement les sanctions contre la Russie. La Hongrie dit haut et fort et affirme toujours que le peuple hongrois est un ami du peuple russe et qu'il refuse d'appliquer ces sanctions contre la Russie, d'une part. Et puis que la Turquie, qui essaye de jouer comme d'habitude, donc sur toutes les contradictions. La Turquie, comme vous le savez, c'est un pays de l'OTAN qui a une armée importante, hein, et qui a été aussi la tête de pont de l'agression de l'OTAN contre la Syrie. Rappelons-le, et que la Turquie elle continue à défendre des groupes terroristes qui occupent le nord-ouest de la Syrie et qui occupent une partie du du nord-est de la Syrie sous prétexte de se défendre contre les groupes du PKK, le groupe qu'il qualifie de terroriste, qui est le groupe kurde. Ce même groupe, il est aussi animé par les États-Unis. Il faut savoir quand même que cette occupation américaine du nord-est de la Syrie, d'Al Jazeera syrienne, qui est la région la plus riche en pétrole, en gaz et en produits céréaliers, donc en culture. C'est le grenier de la Syrie et c'est son foyer de combustible. Donc, ce sont les Américains maintenant renforcent leur présence dans cette région.
La Turquie, elle continue à prétendre qu'elle était obligée d'avancer, etc. Lors des élections, Erdogan était en difficulté et après les séismes, Erdogan était en difficulté et il était toujours pour parler et prêt à discuter avec la Syrie, et la Syrie qui a tout à fait raison, qui dit OK, nous sommes prêts à discuter avec tout le monde, mais à condition qu'on respecte notre souveraineté nationale. Et que donc il faut que la Turquie se retire immédiatement de tous les territoires qu'elle occupe, hein, et que les États-Unis aussi, en fait, qu'ils se retirent des territoires, mais aussi Israël qui occupe le Golan dans le sud de la Syrie, et ce depuis 67. Hein. Il faut savoir que le Golan est un grand château d'eau, mais aussi il y a des richesses pétrolières, gazières, etc. Donc en fait, toutes ces forces qui occupent la Syrie, il faudra qu'elle se retire aussi. Mais surtout, pour discuter avec la Turquie, nous sommes prêts, effectivement, mais il faut que la Turquie se retire immédiatement, qu'elle montre une bonne foi, ou au moins, sans se retirer tout de suite, mais au moins qu'il y ait un agenda sérieux de retrait progressif et de cette région. En fait, ça c'est un point. La Turquie, donc, à cette époque, elle était prête à discuter, etc. Mais à partir du moment où Erdogan a été réélu, là, il a oublié, etc. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que la Turquie est un peu gênée, parce qu'elle se rapproche aussi. La Turquie, elle fait partie des conférences d'Astana. La Russie a tenu à ce que la Turquie soit là parce que la Syrie a avec la Turquie des grandes frontières. Je rappelle quand même que la Turquie est au nord de la Syrie et qu'on a avec la Turquie une frontière qui fait 900-950 kilomètres et voire même un peu plus, 980 kilomètres. Et donc, c'est très important de faire qu'il y ait des relations de bon voisinage. Mais aussi, alors, les deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, en fait, qui vont en Turquie et qui vont en Syrie et en Irak. Irak, hein, ils prennent leurs sources, en Irak, oui, prennent leurs sources dans l'Anatolie, donc en Turquie. Et que la Turquie, là, elle n'arrête pas de diminuer en mettant des barrages, etc. Donc les eaux qui viennent dans ces fleuves en Syrie ou en Irak, elles sont de plus en plus basses, de plus en plus diminuer. Et donc, bien sûr, il y a l'écologie, pas seulement l'écologie, en fait, il en souffre dans le pays, en fait, en Irak et en Syrie, pas seulement, mais aussi toutes les cultures. On n'arrive plus à cultiver, il y a beaucoup de sécheresse, et puis ajouter au fait qu'il y a aussi des problèmes au niveau de soif, au niveau euh, comment dire, au niveau des habitants. Ce que je voudrais signaler aussi, que malgré toutes ces discussions pour qu'il y ait un retour de relations de voisinage correct, je dirais, entre la Turquie et la Syrie, la Turquie continue à couper l'eau sur le gouvernorat de Hasakeh, c'est-à-dire donc la Al Jazeera. Et il y a plus d'1 million, 1,5 million de personnes qui sont privées d'eau potable, hein, parce qu'ils coupent l'eau de la centrale de distribution d'eau de Alouk, qui est une centrale de distribution de filtrage, etc. Et c'est les Turcs qui coupent l'électricité. C'est en fait, surtout par cette période où il fait très très chaud, il fait presque 50 degrés à l'ombre dans ces régions, 45-47 degrés à l'ombre dans la région Al Jazeera, ce qui est au nord-est de la Syrie. C'est un fait criminel, en fait. C'est un crime contre l'humanité.
Et la Turquie continue à affirmer qu'elle travaille pour l'humanité, elle travaille contre le terrorisme. Et en fait, justement, si on veut lutter contre le terrorisme, il faut le coordonner avec l'État syrien. En Mhm. même temps, puisqu'on est sur la Syrie, en même temps, là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une délégation française envoyée par le ministère des Affaires étrangères français qui débarque justement dans cette région du nord-est de la Syrie et qui va rencontrer les séparatistes kurdes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des Kurdes, c'est FDS et puis le PKK, etc. Ce sont et puis là, donc des gens il y a des Kurdes, il y a des tribus arabes, etc., en fait, qui sont animés par les Américains, qui sont soutenus pas soutenus, en fait, ils sont animés, mercenaires des Américains et le PKK, etc., ils nourrissent, alors l'État français nourrit chez ces gens-là aussi un projet kurde, d'État kurde de séparation, et comme par hasard, c'est la région la plus riche de la Syrie. Donc, une délégation du ministère des Affaires étrangères français qui va rencontrer ces gens-là. D'abord, ils s'introduisent dans le territoire syrien sans visa et sans autorisation, en clandestinement. Quelle gloire pour la France! C'est vraiment, on en a honte, hein. Une telle violation de la souveraineté de la Syrie, et ils vont rencontrer donc des gens qui sont des factions séparatistes, etc., et qui sont terroristes, classés terroristes aussi sur le calendrier international, et qui vont traiter avec eux, qui vont les soutenir, qui vont les armer, etc. Mais c'est absolument une honte. D'ailleurs, la France a été toujours la tête de pont de l'agression aussi contre la Syrie, puisque avec aussi de l'autre côté, ils ont soutenu Hayat Tahrir al-Sham, qui n'est rien d'autre qu'un Nusra. Et rappelons quand même les bons propos des dirigeants français, un Nusra qui fait du bon boulot, que dans la Ghouta, c'était aussi les forces comment dire, les services de renseignement de l'OTAN qui dirigeaient les terroristes dans la Ghouta, aussi bien qu'à Alep, que dans l'ouest d'Alep et dans le nord de la Syrie, et qu'il a fallu vraiment dans ces réunions ou comment dire, dans ces accords d'apaisement, il a fallu aussi que la Syrie s'engage à ne pas regarder ce qu'il y avait dans les cars qui partaient, et que c'était des cars qui partaient avec des rideaux, et que ça partait sous l'égide des organisations internationales, alors qu'il y avait à l'intérieur des dirigeants des services français, des services britanniques et des services MI6, en fait, hein, des Britanniques, etc. Et puis d'ailleurs, maintenant, en fait, dans toujours cette guerre aussi qu'ils attisent en Syrie, et dans cette guerre justement des mensonges médiatiques, ils sont en train, par exemple, la BBC diffuse un programme en disant la Syrie vend du Captagone à tous les pays autour, et qui se plaignent du Captagone. Il faut dire quand même que les États-Unis préparent aussi, ils ont renforcé l'embargo contre la Syrie et contre toutes les frontières de la Syrie, soi-disant pour s'opposer à la diffusion du Captagone et des drogues, et que la Syrie est le plus grand producteur et commercialisateur de drogue. Et en fait, ils omettent tous de dire que ce sont eux qui ont planté ces terroristes qui sont en train de fabriquer de la drogue et de vendre de la drogue, et pour pouvoir se financer et financer l'action terroriste. Et ils mettent ça sur le compte de l'État syrien.
Et en fait, voilà qu'en fonction de ces terroristes qui fabriquent la drogue et qui commercialisent la drogue à travers toute la région, et c'est eux, ils sont à cause d'eux, ou qu'ils mettent ça bien sûr sur le compte de l'État syrien. Toutes les frontières doivent être complètement bouclées et bien surveillées par soi-disant les instances internationales. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse aussi, parce que après le séisme, en fait, qui a eu lieu en février cette année, et toutes les destructions et les gens qui est arrivé quand même après 12 ans de guerre, de destruction de l'infrastructure syrienne et par tous les terroristes qui sont passés et tous les services de renseignement de l'OTAN qui sont passés, dirigés par les services de renseignement de l'OTAN qui sont passés, il n'y a même pas eu une volonté de distribuer les vivres et les aides internationales au peuple syrien en dehors des régions occidentales, j'entends, en dehors des régions qui sont dirigées par les terroristes, sous prétexte qu'il ne faut pas que les aides profitent au peuple syrien ou à l'État syrien. Donc en fait, les seuls qui ont pu profiter des aides internationales et aujourd'hui, encore une fois, sous surveillance de l'ONU, ce sont seulement les gens qui habitent dans les régions contrôlées par les terroristes. Et ceux qui sont en dehors et dans toutes les régions qui sont contrôlées par l'État syrien, il y a un refus total de l'ONU et de cette dite communauté internationale, entre guillemets, beaucoup de guillemets, je mettrais, refus total d'aider le peuple syrien qui est sous le contrôle de l'État syrien. Donc, encore une fois, même l'ONU qui est en train de violer la souveraineté de la Syrie sous la pression des Américains et de l'OTAN. Voilà. Alors, je voudrais aborder un dernier point concernant le sommet de Vilnius, si tu es d'accord. C'est la position de la Turquie qui a profité de ce sommet pour annoncer son accord pour l'entrée de la Suède dans l'OTAN, alors que jusqu'à présent elle le refusait. Et parallèlement à ça, donc la Russie a annoncé également la fin le non-renouvellement de l'accord sur les céréales. Alors, est-ce que tu peux nous commenter ces deux informations, s'il te plaît? Alors, bon, la Turquie, effectivement, elle a accepté effectivement l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Elle a fini par l'accepter et puis elle a dit d'un autre côté, mais c'est important, nous, qu'on fasse partie aussi, que la Turquie soit acceptée dans l'Union européenne, chose qui a été directement rejetée d'ailleurs par Joseph Borrell, qui a dit non, il n'est pas question. Et puis, nous rappelons à la Turquie que le rejet a été déjà en fait annoncé. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la Turquie a annoncé que la Russie a refusé de renouveler cet accord sur les céréales, qui fait que puisque cet accord a été terminé en fait en date avant-hier, et puis en fait aujourd'hui, c'est terminé aujourd'hui, et que la Russie a rejeté effectivement le renouvellement dans la mesure où les pays occidentaux n'ont absolument pas appliqué ce qu'ils devaient appliquer par cet accord, parce que l'accord consistait en fait à dire que effectivement on laisse passer à travers la mer Noire et Odessa, en fait on laisse passer les cargos qui portent les céréales. D'abord, il faut qu'il y ait un contrôle en fait pour qu'on on soit sûr que ce ne sont pas des armes qui transitent d'un côté. De l'autre côté, il faut quand même en contrepartie que
cet accord, par cet accord, il y a aussi l'exportation des céréales russes sur les mêmes cargos, et que les banques européennes, les banques occidentales, elles puissent permettre aux banques russes de toucher l'argent des céréales. Donc, il fallait qu'il y ait une levée de l'embargo concernant les banques qu'ils Russe. appelaient banques céréalières russes, qui traitent des céréales, qui pouvaient encaisser leur argent. Mhm. Et troisièmement, que les céréales soient acheminées à tous les pays et tous les peuples qui en ont besoin, et en fait, donc aussi bien du nord que du sud. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la majorité, presque 80% des acheminements ont eu lieu vers les pays riches, hein, et pas vers les pays pauvres, d'une part. Et aucune levée d'embargo sur les banques russes n'a eu lieu. Et il y avait un refus des contrôles de tous ces cargos qui, par la déclaration aujourd'hui de responsables russes, disaient que de toute façon, ça servait aussi à l'acheminement des armes. Mhm. Donc, en fait, et puis là, en même temps, effectivement, président Poutine affirme que aussitôt que les Occidentaux appliqueraient les clauses qui leur reviennent de cet accord, la Russie reviendra sur cet accord. Elle reviendra à cet accord, et donc elle pourra l'appliquer, mais à condition que les Occidentaux appliquent aussi leur partie de l'accord. Voilà, ça c'est Mhm. aussi un point important. Là, on peut dire quand même qu'il est important aussi, ce que la Russie a affirmé, c'est que nous sommes prêts à envoyer gratuitement les céréales aux pays pauvres qui en ont besoin, notamment les pays africains. Il parlait du Soudan, de la Somalie et autres pays qui en feraient la demande, et que la Russie l'enverrait gratuitement. D'accord. Voilà. Alors Alors, on va continuer sur l'international et puis on va essayer d'accélérer un petit peu oui, on parce revient. que il nous reste qu'une vingtaine de minutes à passer ensemble et on a pas mal de points à Ah voir ouais. ensemble encore. Ah oui, On va effectivement. parler de la visite de Tebboune en Chine, la visite du Premier ministre Alors, indien en Syrie et du forum économique qu'il y a eu entre la Syrie et Oman. ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, dans le cadre de ce regroupement, en fait, entre les différents pays du Sud, hein, on voit qu'il y a une activité politique importante, hein, justement, notamment l'Algérie a joué un rôle important dans la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe. Nous avons aussi l'Algérie qui a aussi avant rendu visite aussi à Poutine, à la Russie, et ils ont conclu des traités importants. On en avait parlé la dernière fois. Et Mhm. là, avec la Chine, donc ça va dans ce sens. On voit aussi que l'Algérie, son objectif, c'est de jouer un rôle de défenseur de la paix dans le monde, en fait, donc contre les risques de guerre que sont en train de pousser en avant les Américains, ça, c'est quelque chose de très important. Et que d'un autre côté, je dirais, de la même manière que les efforts avec les pays des BRICS, avec aussi l'Iran qui va dans le même sens. Donc, l'activité est importante, hein. Et aujourd'hui, sans dire qu'on est pour ou contre, mais tout le monde est pour la paix. Le monde entier essaye de conjurer, je dirais, ce risque de la guerre
surtout de la guerre nucléaire aussi, parce que les Américains, ils ont accepté ils ont décidé d'envoyer des bombes à fragmentation À à l'Ukraine? Zelensky, en fait, à l'Ukraine. Il faut savoir que les bombes à fragmentation sont des mines qui sont volantes, en fait, et elles tombent, elles n'explosent pas, elles peuvent exploser en différé. Nous, en Syrie et Donc, en, au Liban, en Syrie, en Palestine et en Irak, ils ont été utilisés, ils ont tué des millions de personnes, oui, en c'est-à-dire fait. qu'en fait, c'est pas tant les combattants qui en Alors, souffrent, après, c'est surtout les populations civiles. c'est toutes les populations civiles, et puis ça reste planté dans les arbres, dans les maisons, et ça explose en temps différé, on ne sait quand. On rappelle Ça, que la c'est France et très meurtrier. pardon, la France et un certain nombre de pays ont signé donc pour eux-mêmes l'interdiction d'utiliser ces armes-là. Malheureusement, les États-Unis, l'Ukraine et la Russie et Israël n'ont pas signé ces accords-là et donc continuent d'utiliser Ils les utilisent. de les utiliser. La Russie Ouais, s'était mais ils sont abstenue. interdits quand même par la loi internationale. Oui, Mm, la Russie s'était pardon. abstenue d'en Oui, oui. utiliser dans le cadre du conflit ukrainien. Simplement, ils ont annoncé qu'évidemment, si Mm, les Ukrainiens utilisaient les armes, les munitions à fragmentation, les armes à ouais, sous-munitions donc américaines, et probablement qu'ils allaient allaient également les utiliser. Alors, tout à fait. Tout à fait. autre point à voir Alors, ensemble, on était en train de parler on de la visite de revient Tebboune en sur. Chine, et si tu peux nous parler aussi de la visite du Premier ministre indien en Syrie. Alors, le Premier ministre indien était en Syrie pendant 2 jours et ça a été une visite très importante aussi où l'Inde et la Syrie ont resserré leurs liens d'amitié et puis ont conclu un certain nombre aussi d'accords économiques, économiques et politiques, mais surtout économiques et en fait d'échanges. Il y a eu aussi après d'ailleurs le premier ministre irakien qui était en Syrie pendant 2 jours jusqu'à hier. Et là aussi, ça rejoint aussi cette complémentarité politique, économique qui est importante dans notre région, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme, parce que quand on parlait de la Turquie, de la Syrie et l'Irak, de toute façon, vous savez que les États-Unis réactivent Daesh sur les frontières. Les États-Unis, la Turquie, elle s'est aussi introduite dans les terres irakiennes. Et la Turquie, l'Irak souffre comme la Syrie des manquements d'eau en fait au niveau du Tigre et de l'Euphrate, hein. Donc là, il y a une sorte d'alliance en fait pour que la Syrie et l'Irak allient leurs efforts dans la défense de leurs intérêts, d'une part contre le terrorisme et puis pour la récupération de leur territoire, mais aussi pour la récupération de leur contingent d'eau, tel que ça leur revient aussi dans les règles internationales de distribution des eaux, des fleuves qui passent à travers plusieurs pays. Et puis une certaine coordination économique, politique, mais qui est ajouter la complémentarité et surtout alors le fait qu'il y a aussi des relations aussi bien ancestrales, aussi bien au niveau de l'énergie, au niveau de l'énergie, c'est-à-dire au niveau du pétrole, au niveau du gaz. Et au niveau de la lutte contre le terrorisme, la Syrie et l'Irak se sont opposés ensemble à Daesh. Mais je parlais des relations ancestrales avec l'Inde, par contre. La Syrie et l'Inde sont liées depuis toujours aussi par des relations, comment dire, d'échange et des relations commerciales depuis très très longtemps. Maintenant, on leur donne aussi un coup de modernisme, je dirais, et c'est important aussi, ça s'est renouvelé. On a aussi un échange très très important avec l'Inde
et ça ne fait que se renforcer. Avec l'Oman, il y a eu aussi une réunion, une conférence ou un congrès des hommes d'affaires syriens et omanais pour aussi investir dans les deux pays, encore une fois, en échange donnant-donnant ou gagnant-gagnant, etc. Là aussi, avec l'Oman, la Syrie a toujours été de grandes relations amicales avec l'Oman et la Syrie, mais aussi des relations culturelles, parce qu'on est quand même de même culture, la culture arabe, et de la même manière avec l'Irak. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et qui se dessine, qui a lieu, qui se construit. Voilà. Ok. Alors on a mentionné donc les bombes à fragmentation fournies par les USA à l'Ukraine dans le cadre du conflit contre la Russie. La France a annoncé qu'elle allait envoyer des missiles Scalp. Scalp étant le nom français, ce sont des missiles franco-britanniques, donc ils ont un autre nom côté britannique, mais ce sont les mêmes missiles. Et ce sont des missiles à longue portée, donc l'idée étant de frapper la Russie peut-être sur son territoire, même si les dirigeants occidentaux s'en défendent, et en tout cas de gérer les lignes d'approvisionnement et d'attaquer la ligne de front en profondeur et non pas uniquement sur la zone où il y a toutes les galeries et toutes les tranchées. Voilà. Malheureusement, la politique actuelle de la France, en fait, est une politique de va-t-en-guerre, malheureusement. Tout à fait. Alors que... Voilà. Et de suiveurs des États-Unis. Alors ça c'est une information que tu m'as apportée en préparant cet entretien. Donc la France rapatrie certains des combattants français qui avaient combattu en Syrie sous l'égide de Daesh ou sous l'égide de différents groupuscules terroristes. Des ressortissants français, oui, voilà. Des ressortissants français, et ce sont des familles de Daesh. Ils ont récupéré effectivement une trentaine de familles, hein, des femmes et des enfants, etc. Chose que la Syrie demande depuis très longtemps, parce que et puis il faudrait qu'il y ait effectivement un rapatriement de ces gens qui étaient dans les prisons d'Al-Hol ou dans le camp Al-Tanf ou dans les... Et c'est très important quand même que ces pays soient responsables de leurs actes et récupèrent leurs ressortissants. Voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est au compte-gouttes. Hein, c'est 30 personnes, c'est pas grand-chose. Alors qu'il y en a plus quand même. Et il y a d'autres nationalités. Alors, je voudrais quand même maintenant pouvoir parler de la Palestine. J'allais y si venir. Tu veux bien. Bien sûr. On y arrive. Justement, voilà, on a. Alors de la Palestine, effectivement, il y a un important morceau en fait sur la Palestine parce qu'on a vu qu'après l'héroïsme de Jenin, après les victoires de Gaza et les victoires des combattants palestiniens qui s'opposent effectivement aux violations systématiques israéliennes de leurs maisons, de leurs camps, de leurs champs, et puis de la destruction de leur culture, de la destruction de l'arrachement de leurs arbres et de leurs oliviers, etc. Quand ils s'y opposent, ils arrivent à gagner et toute la résistance, en fait, ou toutes les factions de la résistance palestinienne se mettent avec eux. Et par contre, sous la pression israélienne, américaine, etc., l'autorité palestinienne a lancé une action contre les militants palestiniens, ce qui est tout à fait déplorable et c'est dénoncé régulièrement aussi. Ça a été dénoncé par les forces palestiniennes ou les organisations palestiniennes qui, en fait, sous prétexte de fait... comment ça se passe? Sous prétexte qu'il y a des divergences, est-ce que la lutte armée est quelque chose d'important? Est-ce qu'il faut
se libérer par la négociation ou par les accords, etc. Ça se passe comme ça, donc on met la pression sur Mahmoud Abbas qui va demander à la police palestinienne de dénoncer ou d'arrêter les militants palestiniens pour la défense de comment dire, de la sécurité de l'État d'Israël, en fait. Et ça a été, c'est déplorable, ça a été dénoncé, c'est dénoncé par les Palestiniens, mais en plus, là, il y a eu aussi un appel, mais qui est un appel à l'unité, que nos armes doivent être dirigées contre l'ennemi, elles ne doivent pas être dirigées contre nos militants et contre nos combattants. Donc ça, c'est un point qu'il est important quand même d'appuyer et qu'il est important de soutenir. Un autre côté, bien sûr, les jeunes et les Palestiniens, ils finissent par imposer l'unité par le terrain, en fait. Et à chaque fois qu'il y a effectivement comment dire, des agressions israéliennes, bien sûr, l'autorité palestinienne affirme quand même qu'elle soutient les Palestiniens. Je voudrais rappeler quand même que Mahmoud Abbas est allé au camp de Jenin, hein. Il est allé pour soutenir les Palestiniens, etc. Donc il y a une certaine duplicité dans le rôle de cette autorité qui est à éclaircir et qui s'éclaircit, je dirais, par la lutte et qui se radicalise par la lutte de toute manière, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se faisaient encore des illusions sur la volonté des Israéliens à faire, déjà sur une volonté qu'il y ait deux États, et le fait, ça a été aussi systématiquement... cette illusion a été systématiquement renforcée aussi par l'ONU et par les forces internationales qui appuient cette solution des deux États, alors que jusqu'à présent, on voit qu'il n'y a pas deux États, il n'y a absolument pas les moyens de deux États et qu'il y a au contraire une violente répression horrible contre tout ce qui est palestinien, qui vise à ce que les Palestiniens, soit ils soient morts, soit ils quittent le pays. Et en fait, c'est vraiment la politique claire du gouvernement de Netanyahou depuis toujours. Ça a été la politique des Israéliens. Mais ce gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement extrémiste, hein, qui veut accélérer le mouvement, donc il y va pas de main molle et il est toujours en train de tabasser, d'arrêter, de tuer. Il a libéré les mains de l'armée et des colons pour tuer tout Palestinien qui bouge. Donc depuis les agressions et puis les morts ou les assassinats des militants palestiniens se multiplient, quel que soit leur âge d'ailleurs. Ça va depuis 14 ans jusqu'à même des très jeunes, puisque maintenant ils sont en train de tirer sur les gens dans leur famille, quoi, avec leur famille. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est ce même gouvernement, il suscite aussi beaucoup de réactions négatives au sein de la population israélienne, non pas qu'il soit proche des Palestiniens et qu'il se solidarise avec les Palestiniens, loin de là. Ce qui les unit, c'est surtout le sang palestinien, justement. Mais quand même, il y a de très grandes manifestations pour la 28e semaine de manifestations contre cette réforme de l'espace judiciaire, la réforme de l'espace judiciaire dans la structure de l'État israélien. Donc il y a eu là maintenant donc de très grandes manifestations. Il y a aujourd'hui donc ils sont passés hier
à une phase au-dessus, qui est la phase de paralyser le pays. Il y a plus de 140 000 manifestants et des gens qui protestent donc contre cette réforme judiciaire. Il y a même un schisme très important au sein de la société israélienne. Il y a des gens du Shabak, des gens de l'armée, des gens de toutes les institutions qui s'y opposent. On est allé jusqu'à 20 000 personnes 20 000 Qui refusent de prendre oui, les armes? personnes qui sont des réservistes, qui refusent de prendre leur poste, hein, Mhm. qui refusent le service. C'est pas des objecteurs, hein, ce sont des réservistes qui sont des officiers de l'air, des officiers de la marine et de la terre, qui refusent effectivement de rejoindre l'armée à nouveau. Et donc, chose à laquelle, effectivement, même des officiers du Shabak et du Mossad, etc., qui sont complètement divisés là-dessus. Donc, il y a une très grande division pas au sein du gouvernement, mais entre le gouvernement et les services, entre le gouvernement et les services de renseignement, entre le gouvernement et l'armée, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important à suivre et à mon avis, bon, qui rapproche rapidement l'écroulement de l'État fantoche d'Israël. Et en même temps, donc aujourd'hui, ils ont coupé les routes, ils ont occupé les stations de train. Ça risque de progresser. Ce n'est que le début du mouvement qui vise à paralyser le pays. Donc voilà. Et suite à cela, Blinken a contacté Netanyahou. Biden Netanyahou dit qu'il a été contacté par Biden et qu'il l'invite à aller aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Mais qui a montré qu'il est tout à fait en désaccord avec la politique de son gouvernement en ce qui concerne justement la réforme, en ce qui concerne le mouvement de colonisation grandissant, d'une part, et puis qu'il est aussi en désaccord contre cette réforme judiciaire, etc. Bon, tout ceci pour dire qu'il y a un schisme très important dans la société israélienne, que les médias israéliens en parlent de toute manière tout le temps aussi, et que ça les préoccupe, et que par conséquent, il y a quand même un mouvement d'émigration de gens qui quittent Israël et qui va dans le sens des pays d'origine, donc qui retrouvent les États-Unis, le Canada, l'Europe, les différents pays européens, donc les gens qui retournent dans leur pays d'origine. Et il faut savoir qu'ils ont tous, pour la grande majorité, des doubles nationalités, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi. Alors on va clore ce trip en parlant... Pardon. Je voudrais juste clore la question de la Palestine en disant quand même, je réaffirme le soutien total au peuple palestinien et à sa lutte et à la lutte aussi de l'ensemble de l'axe de la résistance qui aussi se joint donc auquel se joint la résistance libanaise, la résistance syrienne dans le Golan et la résistance irakienne, la résistance yéménite. Donc, aussi, nous saluons l'Iran qui soutient cet axe de la résistance. Voilà. Très bien. Alors, on va parler pour clore de ce site rep du Liban et justement de la résistance libanaise, puisqu'il y a eu un épisode qui peut paraître assez étrange vu de France. Donc le Hezbollah a installé 2 tentes dans le secteur des fermes de Sheba et annonce ou demande en tout cas au gouvernement libanais de soutenir l'effort du Hezbollah pour que le peuple libanais recouvre la souveraineté sur le village de
de Gajar, si je ne me trompe pas. En tout cas, en français, ça se prononce comme ça, mais certainement pas en arabe. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet épisode? Alors en fait, les Israéliens, pendant toute cette... Alors sur le Liban, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, que l'Union européenne a pris une décision en dehors du Liban et de la Syrie qui est d'installer les réfugiés syriens au Liban. Alors, et ce, alors, en violation, encore une fois, de toute souveraineté, à la fois du Liban et à la fois de la Syrie, faisant fi d'un accord qui avait eu lieu entre la Syrie et le Liban pour le retour des réfugiés syriens en Syrie, selon leurs demandes, et puis en assurant des conditions de vie correctes et de retour corrects en Syrie. Alors, pendant ce temps, alors bien entendu, et c'est quelque chose qui a soulevé quand même la colère d'un tas de gens, hein, et surtout de la classe politique et de tous les partis politiques, en tout cas tous ceux qui sont pour la souveraineté du Liban. Et ça fait, je dirais, l'unité entre tous les partis libanais contre cette agression française, encore européenne. Le Liban est un pays souverain, il est un pays indépendant depuis 1945 voire même 44, et que il n'accepterait aucun diktat ni d'une Union européenne, ni d'une France, ni de je sais pas quoi. Donc ça, c'est un point important. Et qu'il faut savoir quand même que pendant cette période, tout simplement, Israël, les soldats israéliens viennent reprendre, mettre un barbelé autour de la ville de Rajab, qui est une ville libanaise, et le nord de Rajab, et ils mettent un barbelé autour de la ville, et ils s'y installent, et ils installent aussi des caméras de surveillance, hein. Et puis, de l'autre côté, effectivement, enfin bon, les tentes du Hezbollah, elles étaient aussi installées en réponse, je dirais, dans les fermes de Shabaa, sur les territoires de Shabaa, qui sont des territoires libanais occupés, et qu'ils sont quand même, il est temps que Israël s'en aille. Donc en fait, en même temps, bien sûr, là les réactions politiques se font bien sûr par rapport effectivement à cette occupation de la ville de Shabaa, pas de Shabaa, de Rajab, par les Israéliens. L'État Hezbollah appelle effectivement l'armée. L'État, donc l'État libanais, à défendre le pays et à défendre les habitants de Rajab. Il faut savoir aussi que ce sont des habitants libanais. Donc, suite à cela, effectivement, l'armée libanaise s'est déployée autour de Rajab, et puis les Israéliens ont dépêché des blindés, etc. Et puis en essayant de viser. Alors, il y a un député libanais qui a été blessé, en fait. Il a été attaqué parce qu'il est parti justement à la frontière avec les habitants, etc. Et donc, il a été blessé, il a été attaqué par les Israéliens, alors que les forces de l'UNIFIL sont censées être là en séparation, en fait, sur la ligne de démarcation. Les casques bleus de la finule, c'est ça? Voilà, en fait, oui. Et là, bien sûr, tout le monde est paralysé. Et puis, de ce fait, donc, hier, comment dire, le Hezbollah diffuse une vidéo sur les dernières manœuvres, qui montrent qu'il y a des armes nouvelles, et qui montrent un réseau de tunnels aussi bien en Palestine occupée qu'au Liban, etc. Et bien sûr, à l'occasion de
de l'anniversaire de l'attaque israélienne en juillet 2006. Hein. Il y a eu pas mal de vidéos aussi de diffusées concernant la résistance libanaise et comment les choses se sont faites, avec un discours du président Hassan Nasrallah qui est un discours très combatif et très ferme, et en disant donc que de toute façon nous continuerons à défendre pied à pied notre pays, et tout grain de sable de notre pays qui est occupé, nous le ferons, nous continuerons. Ce qui fait qu'effectivement, il y a aussi une très grande peur du côté israélien, parce que ça, c'est, je dirais, les capacités qui ont été montrées dans ces vidéos sont un message pour l'ennemi qui est de toute façon, c'est vous qui allez perdre, et de toute façon nous sommes gagnants, donc tenez-vous à carreau, et sinon vous allez voir. Donc en fait là effectivement je dirais l'atmosphère est très tendue à l'intérieur, ça ne fait qu'ajouter à la tension à l'intérieur de l'état d'occupation israélien et de l'État fantoche. Et là, on peut dire que aussi, nous soutenons à 100% le Hezbollah et la résistance libanaise, aussi dans la défense de ses droits et dans la défense de son territoire. Très bien. Eh bien, Yasser Midani, je te remercie beaucoup pour toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance, toutes les analyses que tu nous as livrées encore aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous à dans 10 jours. Merci beaucoup, et merci à tous nos internautes aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Thank you.